Erev Tov. Désolé pour le retard. Comme je disais, il y a beaucoup de bouchons en ce moment. Chazak à tous d'être là. Je sais qu'avec le froid, la pluie, l'ambiance, c'est plutôt de rester sous la couette tranquille à la maison. Et on fait le déplacement pour Hanouka, Chazak ou Baruch. La semaine prochaine, il n'y aura pas Shiur. Je ne sais pas si ça a été dit, mais en tout cas, voilà. Et ce Shabbat, Bezrat Hashem, comme vous le savez, on fait un beau Shabbat plein. On a clôturé les inscriptions, mais ceux qui veulent venir au Tfilot ou quoi, vous êtes bien sûr les bienvenus et on espère qu'on va passer un bon moment. Alors, on va parler de Hanouka. Il y a beaucoup à dire sur Hanouka. C'est vrai qu'il n'y a pas énormément d'halachot de prime abord, mais en réalité, il y a des grands principes. Et on va essayer ce soir de voir ces principes-là et donc de comprendre en profondeur. On n'aura pas le temps de tout faire, c'est certain, en 3/4 d'heure, mais ce qu'on fait, on fait. Et ce sera toujours, j'espère que vous apprendrez des nouvelles choses pour cette année. Bezrat Hashem, 5786, c'est une année spéciale. Peut-être la dernière qu'on va faire pour Hanouka sans Mashiach, donc Bezrat Hashem. Alors la première chose, c'est que Hanouka, ça tombe le 25 Kislev. Qu'a fait Kislev? Alors, sur la date déjà de Hanouka, il y a un beau midrash qui nous raconte quelque chose. Pourquoi Hachem a fait que Hanouka tombe le 25 Kislev? Alors, il y a écrit que quand est-ce que... Alors Hanouka, on parle de l'époque grecque, etc. On retourne en arrière au moment du désert, donc plusieurs millénaires avant. Quand est-ce que le Mishkan a été construit, a été fini d'être construit? Le Mishkan, c'était le temple portatif qu'on utilisait pendant les 40 ans dans le désert, puis ensuite aussi en Israël, tant que Shlomo n'a pas construit le Beth Amikdash, le premier Beth Amikdash, on utilisait le Mishkan, qui était d'ailleurs pas à Jérusalem mais à Shiloh, et on utilisait le Mishkan pour faire les korbanot, pour faire tout le service divin des Kohanim, etc. Et alors, quelle date le Mishkan a été fini d'être construit? Est-ce que vous le savez? Et quand est-ce qu'il a été inauguré? Le Mishkan, il a été inauguré. Alors, il y a 25 qui savent, c'est sûr. Bravo. Et en tout cas, le Mishkan a été inauguré le 1er Nissan. Le 1er Nissan. Pourquoi? Parce que c'était la date de naissance d'Yitzhak Avinu. Et Yitzhak Avinu, c'est le signe du sacrifice. Comme on sait très bien, que Yitzhak a été sacrifié par son père et qu'il a été prêt à se laisser donner en offrande pour Hachem. Donc Yitzhak, c'est ce symbole-là du sacrifice pour Akadosh Baruch Hu complet, entier. Et donc le Mishkan devait être à sa correspondance également inauguré le 1er Nissan. Sauf que le Mishkan n'a pas fini d'être construit le 1er Nissan. Il a fini d'être construit le 25 Kislev. Donc, c'est-à-dire quelques mois auparavant. Il a fini d'être construit en hiver, on a attendu le printemps pour l'inaugurer. Et donc, Akadosh Baruch Hu, le 25 Kislev, la date, c'est plein à Hachem. C'est plein à Hachem. Il dit, mais normalement, on aurait dû inaugurer le 25. On a inauguré le 1er, mais moi, dans l'histoire, je suis perdant. Parce que j'aurais dû être la date de l'inauguration du Mishkan. Dieu lui a dit, ne t'inquiète pas, je prends sur moi dans l'avenir de te rembourser ce que je te dois. Et c'est pour ça qu'on a eu la nouvelle inauguration du second temple avec Hanouka, qui est arrivée donc du coup le 25 Kislev. Donc déjà sur la date du 25 Kislev, c'est pas une date anodine, c'est une date qui avait déjà une empreinte historique forte. Donc à partir du 25 Kislev, c'est une période où on ne fait pas tout ce qui est triste. On ne fait pas d'oraison funèbre. Si par exemple il y a, Dieu préserve quelqu'un qui part à ce moment-là, on ne fait pas d'oraison funèbre. S'il y a aussi les Shiva ou le mois ou l'année de quelqu'un à ce moment-là, pendant les 7 jours de Hanouka, on ne fait pas d'oraison funèbre. Oui. C'est le mois. Alors, on fait quand même le mois, mais on ne dit pas, comme on dit d'habitude, des mots qui rendent triste sur le défunt. Ça, on ne dit pas quand ça tombe à Hanouka. Évidemment, on ne fait pas de jeûne. Et il y a la question de travailler. Est-ce qu'on a le droit de travailler à Hanouka? Alors, on sait tous qu'on a l'habitude plutôt de travailler à Hanouka. Ce n'est pas un Yom Tov. C'est un jour de fête, mais il n'y a pas la loi du Yom Tov, on ne doit pas travailler. Cependant, le Shulchan Aruch nous dit que les femmes, elles, ne doivent pas travailler tant que les bougies brûlent. Alors, tout le monde pose la question, pourquoi les femmes ne devraient pas travailler tant que la bougie brûle? La raison qui est donnée,
c'est un principe qui est très important, qu'on retrouve plusieurs fois dans la halakha. Af en ayu beoto anes. Vous savez que concernant les mitzvot qu'on a à faire, il y a des mitzvot qui concernent les hommes et les femmes, et des mitzvot qui concernent que les hommes. Les femmes en sont dispensées. Quelle est la loi, quel est le signe, la catégorie des mitzvot dont les femmes sont dispensées? Relatif au temps, il y a 2 critères. Le deuxième? Non. Mitzvah positive. Je vais vous donner un contre-exemple. Le Shabbat, on n'a pas le droit, c'est une mitzvah négative, d'utiliser l'électricité, par exemple. Même si c'est relatif au temps, la femme est aussi astreinte au Shabbat. Pourquoi? Parce que c'est une mitzvah négative, de ne pas faire. Quand c'est une mitzvah positive de faire, par exemple, le hétrog. La mitzvah du hétrog est une mitzvah positive, liée au temps, parce que c'est que à Sukkot, et en plus c'est que le jour. Donc, de cette mitzvah-là, les femmes n'ont pas l'obligation de faire. Par exemple, le shofar. Par exemple, les tfilines, qu'on ne met que le jour et pas la nuit. Tout ça, dès lors que c'est une mitzvah de faire quelque chose donc positive et qui est lié au temps, la femme est dispensée. Donc, d'après vous, est-ce que la femme doit être concernée par la mitzvah de Hanouka? Est-ce que c'est une mitzvah qui est liée au temps? Que? Pas le droit d'allumer. Voilà. Très bien. Donc tu dis les femmes ne sont pas concernées par une mitzvah de Hanouka. Ok. Donc, est-ce qu'elle est liée au temps? Ah, elle est liée au temps elle est doublement liée au temps. Elle est liée au temps parce que c'est que Hanouka. Elle est liée au temps parce que c'est que la nuit. Le jour, il n'y a pas de mitzvah de Hanouka. Donc elle est parfaitement liée au temps. Est-ce que c'est une mitzvah positive? Oui, il faut allumer. C'est une mitzvah positive. Donc, les femmes, par principe, ne sont pas astreintes à la mitzvah de Hanouka. Sauf que, il y a une exception à cette règle, c'est quand on dit Af en ayu beoto anes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même elle était dans le miracle. On a un autre exemple de ce principe-là, à Pessah. Le fait de manger de la matzah. Est-ce que les femmes ont l'obligation de manger de la matzah? De base, non. C'est une mitzvah liée au temps, c'est le soir de Pessah que à Pessah, et c'est une mitzvah positive de manger. Mais, par exception, oui, elles ont cette mitzvah, c'est-à-dire l'obligation, tout comme les hommes, de manger la matzah avec les quantités, etc. Pourquoi? Parce qu'elles aussi étaient dans le miracle. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire qu'elles aussi étaient dans le miracle? Il y a 2 interprétations par les Rishonim. Première interprétation, c'est qu'elles ont également bénéficié du miracle. Effectivement, les femmes ont bénéficié de la sortie d'Égypte tout autant que les hommes. Les femmes ont bénéficié de Hanouka, du grand miracle d'avoir été émancipées des Grecs, tout autant que les hommes. Étant donné qu'elles ont bénéficié tout autant que les hommes, même si elles auraient dû être quittes de cette mitzvah, mais vu que cette mitzvah, elle vient pour remercier Hachem sur un miracle et qu'elles en ont bénéficié, donc elles re-rentrent dans l'obligation, tout autant que les hommes, et donc elles ont la mitzvah de le faire. Ça, c'est une première explication qui est plutôt facile à comprendre. Il y a une autre explication un peu plus profonde. Quand on dit que Af en ayu beoto anes, c'est-à-dire qu'elles aussi ont participé au miracle, ont provoqué le miracle. Par exemple, pour la sortie d'Égypte, on raconte que c'est par le mérite des femmes qui, vous savez que l'une des techniques de Paro pour annihiler le peuple d'Israël, c'était d'empêcher la procréation. Donc comment? Il avait nommé Shifra et Poua à l'époque pour leur dire que lorsque les enfants garçons viennent au monde, vous les jetez au fleuve. C'était Myriam et sa maman, Yocheved, vous les jetez au fleuve, mais elles ne l'ont pas fait. Mais il y avait une autre solution qui était un peu plus fine, c'était d'épuiser les garçons pour qu'il n'y ait pas de procréation. Sauf que les femmes, elles, qu'est-ce qu'elles ont fait? Même épuisées, même fatiguées, il y a écrit qu'elles se faisaient belles tous les soirs avec des miroirs. Et ces miroirs, c'est ces miroirs-là qui ont été utilisés pour le mikvé du Beth Amikdash. Donc encore une fois, on voit la beauté de la chose. Et effectivement, donc vu que c'est grâce aux femmes qui ont fait cet effort de pouvoir perpétuer le clan d'Israël, et grâce aux femmes, on a mérité de sortir d'Égypte. Pour ça, les femmes ont l'obligation de fêter cette fête tout autant que les hommes, en mangeant de la matzah, pas uniquement sur le côté festif superficiel, mais avec la mitzvah précise de la matzah, des 30 grammes, etc.
Et tout pareil dans Hanouka. On dit Af en ayu beotoanes. En quoi les femmes, à Hanouka, ont permis le miracle? Eh bien, il y a l'histoire de Yehudit. Alors, à l'époque des Grecs, Dieu préserve, il y avait le droit de cuissage. Donc c'était affreux. Dès qu'il y avait un mariage, avant qu'il y ait consommation du mariage, la fille passait par le général grec. Et c'était absolument affreux, c'était horrible. Et Yehudit, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a été choisie par l'un des plus grands généraux. Et elle ne s'est pas laissée faire. Elle l'a enivré, on dit qu'elle enivrait avec du lait, donc elle l'a rendu bien lourd, et elle lui a coupé la tête. Ensuite, elle s'est baladée avec sa tête partout, et ça a découragé toute l'armée grecque, et c'est l'une des choses qui ont permis de faire agir le miracle et de gagner la guerre. Et donc grâce à Yehudit, donc cette femme exceptionnelle, eh bien, on doit absolument faire en sorte que les femmes qui ont eu une part active dans les miracles, pas simplement qu'elles ont bénéficié du miracle de manière passive, mais une part active dans le miracle, alors là, il est hors de question de dire eh ben, les femmes sont pturotes, sont dispensées de cette mitzvah. Non, elles sont tout à fait concernées dans cette mitzvah. Et on voit quelque chose de très profond ici. Qu'est-ce qu'on appelle l'attachement à la mitzvah? Et l'attachement à la mitzvah, c'est vrai qu'il y a le côté, je dois remercier Hachem parce que je bénéficie de tellement de choses d'Akadosh Baruch Hu, et donc je dois mettre mes tefillin, je dois faire Shabbat, je dois mettre mon talit, etc. Mais on voit un attachement beaucoup plus fort à la mitzvah. C'est ma façon de m'engager avec Akadosh Baruch Hu, ma façon d'agir. Et c'est ça que la Torah elle veut mettre en avant à Hanouka pour les femmes. Elles ont agi, même si c'est une seule femme, mais c'est tellement quelque chose de fort et d'important qu'il fallait marquer ça et que chaque femme, elle également, ait l'obligation d'allumer la Hanouka. On va voir exactement, il a parlé Nadav de dire est-ce qu'il faut qu'elle allume elle ou pas, on va en parler, mais il y a cette obligation de faire la mitzvah de Hanouka. Et pour en revenir à ce qu'on a dit au tout début, pour cette raison-là, les femmes avaient l'habitude de ne pas travailler, et c'est une habitude que le Shulchan dit qu'il faut garder, de ne pas travailler tant que les lumières brûlent, pour bien montrer qu'elles aussi sont concernées par cette mitzvah. Et l'une des parties de la mitzvah, vous devez le savoir, c'est qu'on n'a pas le droit d'utiliser les lumières de Hanouka. Tout contrairement aux lumières de Shabbat. Il y a beaucoup qui font l'amalgame. Et on a eu le cas Shabbat dernier, où les lumières se sont éteintes. J'ai mal réglé la minuterie, donc en plein repas de Shabbat, boum, les lumières s'éteignent. Et en plus, il y avait des invités, donc voilà. Du coup, le Shalom Bayit est mis à mal pendant quelques instants. Et alors pourquoi Shabbat on allume les nérodes de Shabbat? On allume les nérodes de Shabbat justement pour Shalom Bayit. Là, pour le coup, on a eu un cas concret. Pourquoi? Parce que, effectivement, on sait que Shabbat, c'est très tendu. On l'a déjà dit ici, lorsqu'on dit à quelqu'un Refoua Shelema, c'est parce qu'il est malade. Si on dit à quelqu'un Shabbat Shalom, c'est parce qu'il y a un problème de Shalom. Et ça, c'est quelque chose qui est tellement palpable chaque Shabbat depuis déjà vendredi. On sent qu'il y a une tension énorme dans la maison. On ne sait pas pourquoi on est tous énervés vendredi. Et on arrive comme ça, le repas de Shabbat, où on attend toujours, on a cet espoir d'avoir quelque chose d'apaisé, de calme, de magnifique, comme sur les affiches de Torah Box. Et des fois, non, ça ne se passe pas forcément comme ça. Et en réalité, c'est naturel. C'est naturel, c'est la fin de la semaine. On relâche, on est fatigué. Et puis quand on se relâche aussi physiquement, on se relâche un petit peu aussi mentalement. Et donc, on tient moins notre Yetzirah et on peut plus facilement s'énerver, etc. Tout ça pour dire que on a donc pendant le Shabbat cette mitzvah d'allumer les nérodes de Shabbat. Et ces nérodes de Shabbat, elles sont là pourquoi? Eh bien, pour pas qu'on soit dans le noir. Parce que si on est dans le noir, eh ben, on peut se cogner, renverser quelque chose. Et ça risque d'allumer la mèche qu'on veut justement pas allumer. Des fois, il suffit d'un verre de vin, paf, du petit qui est passé par là et qui a couru un peu trop vite et qui, au passage, nous a mis un coup de coude. Et là, c'est pas pourquoi, c'est le petit qui a fait ça, mais ça tombe sur quelqu'un d'autre. Donc, et ça tourne comme ça. Donc, le Shabbat, les Chachamim ont une obligation qui est très profonde d'allumer une lumière. Shabbat, il faut qu'il y ait la lumière. D'ailleurs, les nérodes de Shabbat, on ne peut pas les allumer n'importe où. Il y a beaucoup qui font l'erreur en voyage d'allumer les nérodes de Shabbat dans la chambre. Ça ne marche pas si quand vous partez, il fait encore jour, donc vous partez pour Mincha par exemple, pour manger dans la salle à manger, et que vous revenez, que les nérodes sont éteintes, vous avez fait Mbracha Levatala. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas profité de ces nérodes.
Les nérodes de Shabbat, il faut en profiter, il faut qu'elles servent à illuminer. Donc, où c'est idéalement qu'il faut les mettre? C'est dans la salle à manger. Que ce soit à la maison, que ce soit à l'hôtel, que ce soit ailleurs, on les met dans la salle à manger pour profiter de la lumière des nérodes de Shabbat. C'est très important. Tout contrairement aux nérodes de Shabbat, on a les nérodes de Hanouka, dont elles, au contraire, on n'a pas le droit de profiter. Et pourquoi cette différence? Parce qu'elles n'ont pas le même but. Le but des nérodes de Hanouka, elles sont là pour capter l'attention. Et pour nous dire, mais pourquoi on allume ces nérodes-là? Et pour se dire, ah oui, on les allume parce que il s'est passé tel miracle avec les Grecs. Je ne vais pas vous raconter l'histoire, je pense que vous la connaissez. Et si vous ne la connaissez pas, vous la trouverez dans 1000 supports différents. Mais en tout cas, oui, on se rappelle qu'il y a eu un miracle. Déjà ça suffit. Oui, Hachem, il a fait un miracle à nos ancêtres. Quand on voit les nérodes de Hanouka, ça nous éveille ça. Et c'est pour ça que ces nérodes ne sont pas faites pour être utilisées, elles sont faites pour être vues. C'est tout à fait différent. Les nérodes de Shabbat, elles sont faites justement pour être utilisées. Et l'amalgame, il est tellement profond que d'ailleurs, le Shabbat dont je vous ai parlé à la maison, tout le monde a dit, ah mais comment, est-ce qu'on a le droit d'utiliser les nérodes de Shabbat pour voir ce qu'on va manger, etc. Mais oui, elles sont là pour ça. Donc, la différence entre les nérodes de Shabbat et les nérodes de Hanouka qui sont faites pour être vues et non pas utilisées. C'est la raison pour laquelle on met un shamash. Au cas où, on aurait, sans faire exprès, utilisé, par exemple en lisant à côté de la Hanoukia, ou s'il y a une panne de courant, ou si on a l'exemple qui est donné, quelqu'un qui compte des pièces. Donc on utilise cette lumière supplémentaire. Effectivement, au moins on pourra dire, bon, il y a le shamash, on a utilisé le shamash. Et il y a une autre chose, c'est que si on a les lumières de la maison, ça aussi, ça fait office de shamash. Du moment où on a la lumière de la maison qui est claire, donc on ne compte plus sur la lumière de la Hanoukia. Savoir qu'à l'époque, ils avaient ce qu'on appelle une Hanoukia, c'était ce qu'ils utilisaient pour voir, ils déplaçaient ça, ils avaient des endroits où les poser, et c'est ce qu'on utilisait couramment. Donc, aujourd'hui, on a des lumières électriques qui, de toute manière, nous éclairent. Donc, s'il y a lumière électrique, ça vaut, au cas où on n'aurait pas de shamash, ça vaut déjà shamash. Voilà. Sur celle de Shabbat, pour autant, tu ne peux pas les déplacer? Non, sans les déplacer. Sans les déplacer. D'ailleurs, la lumière de Hanouka non plus, on ne doit pas la déplacer. On va en parler, je pense qu'on aura le temps de ce principe-là. Mais juste avant, pour finir sur les femmes et donc aussi sur les hommes, on va voir que les lumières de Hanouka, il y a un horaire très spécifique où il faut les allumer. Il faut les allumer à la tombée de la nuit, pas avant. Pas avant. Les seuls cas où on peut allumer avant, c'est le cas du Shabbat. Pourquoi? Il y a Shabbat, on n'a pas le choix. Alors on aurait pu dire oui, il n'y a pas le choix, mais si d'un côté c'est pas avant et il n'y a pas le choix, on n'allume pas. Ou on allume sans bracha. Qu'est-ce qui nous permet de faire la bracha déjà quand il fait grand jour? C'est un avis dans la Gemara, c'est l'avis de Rabbi Yehuda, qui pensait lui que ce qu'on appelle la nuit, c'est déjà depuis 2 heures avant le coucher du soleil. Et c'est un avis qui permet de faire Arvit. C'est sur ce principe-là qu'on fait des fois Arvit quand il fait grand jour. En Israël, ça arrive moins souvent, mais en France, en été, la nuit, elle peut tomber des fois à 11h du soir. On fait quand même Arvit déjà à 19h, 20h pendant le vendredi soir pour Shabbat. Ah, mais comment tu fais Arvit, il ne fait pas nuit? C'est n'importe quoi. On s'appuie sur Rabbi Yehuda, en cas de nécessité. Donc effectivement, on peut, en cas de nécessité, allumer les nérotes de Hanouka avant, mais l'heure qui est ce qu'on appelle l'Echatrila, celle qu'on doit prendre en compte dans le cas normal, c'est l'heure de la tombée de la nuit. Combien de temps doivent-elles durer? 30 minutes. Pourquoi 30 minutes? Parce que la Gemara nous dit, c'était le temps, en fait, à l'époque, la nuit tombait, tout le monde rentrait chez eux. Personne ne travaillait la nuit. C'était en fonction des horaires du soleil. Il n'y avait pas d'éclairage au public, il n'y avait pas tout ça. Donc à partir du moment où il faisait nuit, on ne pouvait plus travailler, tout le monde rentrait à la maison. Et donc pendant une demi-heure, les gens circulaient dans les rues pour rentrer chez eux. Vu que la Hanouka, elle doit être vue par le plus grand nombre, ce qu'on appelle Pirsou Menissa. Pirsou Menissa, c'est-à-dire qu'on va publier à fond le miracle. Le but de Hanouka, c'est de la com, c'est de la publication. Et donc, on va publier le miracle, d'où les grands allumages aussi qu'on a communautaires, dehors, etc. On publie le miracle. Et donc, comment on va publier le miracle? Au moment où tout le monde, déjà quand il fait nuit, parce que le jour, on ne voit pas trop les lumières, donc ça explique pourquoi la nuit. Deuxièmement, au moment où les gens sont dans les rues. S'il n'y a plus personne dans la rue, et on publie le miracle, on publie avec qui? Alors vous allez me dire, peut-être avec nous-mêmes, ça on en parlera après. Mais en tout cas, on doit publier le miracle. Et donc la lumière de la Hanouka
doit être faite a priori à la tombée de la nuit. Si on n'a pas pu le faire à la tombée de la nuit, on peut le faire encore toute la nuit, tant qu'il y a au moins 2 personnes qui constatent cet allumage. Quand il y a 2 personnes, on appelle encore ça une publication. Moins de 2 personnes, par exemple, une personne qui rentre tard du travail, célibataire, à la maison, il allume tout seul, il ne peut pas faire de bracha d'après beaucoup. Il y en a qui permettent, mais c'est rare, et en principe, on demande de ne pas faire la bracha parce qu'il y a un doute, et on ne fait pas de bracha en cas de doute. Et donc, on ne peut pas, parce qu'on ne peut pas appeler ça une publication. Tu ne publies rien quand tu annonces à toi-même. Publier, hein, ceux qui font un peu dans le commerce ou quoi, on sait très bien que quand on doit publier quelque chose, publier une annonce, commercialiser un produit, le minimum, c'est que c'est pour quelqu'un d'autre. Au moins une, mais quelqu'un d'autre, pas pour nous-mêmes. Donc ça, c'est une chose. Alors du coup, la question qui s'est posée, comment ça se passe quand le mari, donc il y a un couple, il y a même des enfants, et le mari il rentre tard du travail. Il rentre à 20h, 19h, et nous, la nuit, elle tombe déjà à 5h. Donc il faudrait allumer à 5h normalement. Mais la maman, elle est à la maison. Ou des fois à l'inverse. Le papa, il est à la maison, la maman, elle rentre tard, et nous, on aime bien faire l'allumage en famille, d'un côté, et d'un autre côté, l'heure, c'est pas la bonne heure. Donc il faut savoir déjà un principe. C'est ce que lorsque dans la maison, il y a une personne, un membre de la famille, femme, homme ou enfant bar mitzvah, allume la Hanouka à la maison, c'est toute la famille qui est quitte. Même s'il y a un des membres de la famille qui est à New York. Il est acquitté par cet allumage parce qu'il fait partie de la maison. Et donc cet allumage le rend quitte, il n'a pas besoin d'allumer depuis New York. Sa femme, elle allume à la maison, son fils, il allume à la maison, on est acquitté. Ce qui voudrait dire que si la femme décide d'allumer à 17h, quand le mari n'est pas là, le mari est acquitté, il n'y a aucun problème. Maintenant, il y a un autre problème. C'est l'ambiance de Hanouka. Mais en réalité, ce n'est pas l'ambiance, c'est un peu plus fin que ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à l'époque, ils avaient des maisons individuelles. Donc où c'est qu'on mettait la Hanoukia? On la mettait à l'entrée, face à la mezouza, donc de l'autre côté, la mezouza à droite, la Hanoukia à gauche, et les gens qui passaient dans la rue voyaient la Hanoukia. Très bien. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que on est plutôt en appartement. Et même si j'ai une maison individuelle, j'ai peut-être pas envie de mettre la Hanoukia dans la rue comme ça, ou à l'entrée, ou laisser ma porte ouverte. C'est un peu compliqué. Ce qui fait que tout dépend d'où on habite. Lorsqu'on habite jusqu'à peu près 3 étages, c'est-à-dire ce qu'on considère d'après la halakha, qu'une personne elle va lever la tête pour voir quelque chose qui est jusqu'à 10 mètres de haut. Plus de 10 mètres, il ne va pas faire comme ça pour voir, il ne va pas regarder. Donc si quelqu'un il habite à plus de 10 mètres de haut de la rue, il se trouve que le pire souménissa qui va être fait lorsqu'il va allumer, c'est pas avec les gens de la rue, c'est avec sa famille, uniquement. Et donc plus il y aura de membres de la famille, plus il y aura pire souménissa. Et donc dans ce cas-là, oui, il y a lieu d'attendre le papa ou la maman qui rentre plus tard pour dire, au moins on sera le plus nombreux possible pour l'allumage. Et effectivement, il y a cet intérêt, même si on n'a pas allumé au meilleur moment parce que c'est un peu après la tombée de la nuit, ça reste que c'est encore tôt, c'est pas à 2h du matin, et donc ça va très bien puisque c'est pour nous. Mais par contre, quelqu'un qui habite au premier étage, dans une rue passante, et lui, il peut mettre sa Hanoukia à sa fenêtre et les gens vont la voir. Eh bien, dans ce cas-là, il vaudra mieux ne pas attendre le conjoint qui n'est pas là et allumer plus tôt de manière à avoir un allumage qui va pouvoir avoir plus de publications. Est-ce que pour l'instant tout est assez clair? Pas de questions? Alors on continue. Donc ça c'était pour notamment les femmes qui peuvent tout autant que les hommes allumer. Est-ce qu'on peut laisser allumer les enfants? Les enfants ils ont toujours envie d'allumer à Hanouka. Hein, alors, le problème, c'est quoi? C'est que les enfants n'ont pas la mitzvah. D'accord? Mais d'un autre côté, on veut leur faire plaisir. Alors, il y a 2 types d'enfants. Il y a les enfants qui ne sont pas arrivés à l'âge de l'éducation, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment en dessous de 6 ans, et les enfants qui sont arrivés à l'âge de l'éducation, c'est-à-dire qu'ils ont entre 6 et 9 ans. C'est quoi qu'on appelle l'âge de l'éducation? C'est quand il sait que quand on parle à Hachem, il sait à peu près ce que ça veut dire. Il sait que ce n'est pas un super-héros. Il sait que c'est Hachem. Alors, comprendre c'est quoi Hachem, même nous on ne comprend pas, mais en tout cas il comprend à peu près la notion. Donc quand il fait une bracha, il sait qu'il est en train de faire une bracha, une prière, il sait que c'est une prière, il sait que ce n'est pas une récitation comme ça. Donc ça c'est entre 6 et 9 ans, en fonction de la maturité de l'enfant. À partir du moment où l'enfant il est dans l'âge de l'éducation, eh bien il peut allumer les lumières de Hanouka, mais attention, il ne peut pas allumer la première. Pourquoi? Parce que la première lumière,
c'est justement celle qui est l'essentiel de l'allumage. Et je m'explique. La question qui est posée dans la Gemara, c'est combien de lumière on doit allumer à Hanouka? Combien de lumière? 1, 2, 3, 10. Alors vous dites, on sait très bien. Premier jour 1, deuxième jour 2, troisième jour 3, etc. Sauf que ce n'est pas la réponse de la Gemara. La Gemara dit, la mitzvah est d'allumer une lumière chaque jour. Pas en plus. Une lumière et c'est tout. Par exemple, on est le 5e jour, une lumière. On est le 8e jour, une lumière. Alors, c'est pas ce qu'on fait, comment ça se fait? Eh bien, en réalité, c'est ça la mitzvah. Ça, c'est la mitzvah stricto sensu. Quand on dit Meikar Adin. Ça, c'est la mitzvah. Donc, quelqu'un, par exemple, Dieu préserve, qui n'a pas beaucoup de moyens, etc., c'est compliqué d'avoir des bougies ou d'avoir des bougies à l'huile d'olive, ou tout simplement, il est dans une situation précaire, je ne sais pas, il a perdu sa valise, il est à l'autre bout du monde et il ne trouve pas, peu importe. En tout cas, ce soir, il n'en a pas. Il n'y a pas de voisin, il ne peut pas demander. Il faut qu'il ait au moins une lumière. Une bougie, une lumière, ça fait, même si on est le 3e, 4e jour, c'est ça la mitzvah. Après, c'est pas ce qu'on fait aujourd'hui, parce que la Gemara continue. Et elle dit, il y a une manière de faire un hidour mitzvah. C'est quoi un hidour mitzvah? C'est de faire encore mieux la mitzvah. C'est quoi? Comment on fait? Eh bien, on met une Hanoukia, ou une lumière, par membre de la famille. Par exemple, si on est 5 Hanoukia. 6 Hanoukia. Combien on allume de bougies? Toujours une. Et ensuite, la Gemara continue et on y dit, on a la mitzvah, Méadrin, Mina Méadrin. Donc le top du top, 3e catégorie. Et comment on fait le top du top? Eh bien, on va avoir non seulement une lumière, mais une lumière qui représente le nombre de jours. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. La question c'est, est-ce que ce Méadrin, Mina Méadrin s'ajoute au 2e niveau, c'est-à-dire que et on a une Hanoukia par membre de la famille et on a le nombre de jours, ou non, on est repassé à une Hanoukia en tout et pour tout et on met uniquement le nombre de jours. C'est la marque loquette qu'il y a entre les Sfaradim et les Ashkenazim. Et c'est quoi le fond de cette marque loquette? C'est que les Sfaradim disent, c'est quoi la beauté, ce qu'on appelle le Hidour Mitzvah, l'enjolivement de la Mitzvah? L'enjolivement, c'est de se dire, non seulement on sait qu'on a allumé une Hanoukia, et on publie le miracle, mais en plus, on sait quel jour du miracle on est. Or, le Shulchan Aruch nous dit, si dans la maison, j'ai plusieurs Hanoukia allumés, ça va un peu disperser notre attention. On va pas tout de suite voir, 2e jour. On va voir plein de lumières partout comme ça allumées. Il va falloir se concentrer, et si on est en train de marcher, on est un passant dans la rue, on verra pas le nombre de jours. Et donc pour ça, le Shulchan Aruch dit, c'est sûr que si on veut voir le nombre de jours, il faut qu'il y ait une seule, et qu'on le voit bien, il faut une seule Hanoukia par baït, par foyer. Par contre, le Rama nous dit non, pas du tout. Il suffit simplement que chacun mette bien de manière distincte. Comme ça, on ne mélange pas les bougies et c'est bon. Bon, yesh ve yesh. C'est pour ça que les Sfaradim, on allume une Hanoukia. Il faut faire attention à ça parce que des fois, pour pas dire tout le temps, les enfants, ils arrivent avec des Hanoukia. Ils veulent absolument les allumer. Alors, si on veut faire ça pour un Sfarad, il ne faut pas l'allumer en même temps que la nôtre. On peut l'allumer après. Une fois que la nôtre a brûlé pendant une demi-heure. D'ailleurs, même si on achète des bougies, vous savez, en cire, enfin, c'est pas de la cire, c'est de l'huile qui est un petit peu agglomérée comme ça. Et quand on allume, ça se remet sous état d'huile. Elles durent, ces bougies-là, 1h30, 2 heures. Au bout d'une demi-heure, on a le droit de les éteindre. On n'est pas obligé de les laisser brûler pendant 2 heures. Donc, on peut très bien les éteindre après une demi-heure, 35 minutes, histoire d'être large. Et après, dire à l'enfant, vas-y, à ton tour d'allumer ta Hanoukia. Comme ça, on aura une seule Hanoukia dans la maison. Il ne faut pas qu'il y en ait plusieurs pour les Sfaradim. Non, on ne refait pas de bracha. Une fois qu'on a fait une fois la bracha, plus de bracha. C'est une très bonne question que tu poses. Maintenant, on a aussi un autre principe qui nous dit la chose suivante. Adlaka osa mitzvah. La question, elle est très profonde. Est-ce que quand j'allume ma Hanoukia, c'est au moment de l'allumage que j'ai fait la mitzvah? Ou est-ce que quand j'allume ma Hanoukia, c'est le temps qu'elle brûle que ça fait la mitzvah? Parce que, ok, imaginons que je l'allume. Je vous donne un cas pratique qui va faire la différence entre les deux. J'ai allumé ma Hanoukia comme il faut. Et un gosse qui passe, il court trop vite, ça éteint la Hanoukia. Ça a duré 2 minutes. Elle n'a pas brûlé 30 minutes, elle a brûlé 2 minutes. Mais il y avait dans les godets de quoi brûler 30 minutes. Est-ce que j'ai fait la mitzvah ou pas? J'ai fait la bracha, mais peut-être, ok. Exactement, j'ai pas eu le temps de diffuser. Alors, justement,
C'est ça la question. D'après ceux qui disent Adlaka Osa Mitzvah, on va dire bah non, t'as allumé, toutes les conditions étaient réunies, t'as fait la mitzvah, peu importe ce qui se passe ensuite. Les autres qui disent non, mais le but c'est de publier, c'est que ça reste pendant une demi-heure, c'est resté que pendant 5 minutes, t'as rien fait du tout. Il faut recommencer et refaire la bracha et tout. La halacha Adlaka Osa Mitzvah. Un autre cas pratique, si. Oui. Alors, on n'est même pas obligé de rallumer, mais on conseille quand même de rallumer, c'est pas une obligation, sans bracha. Voilà. La bougie, c'est pas compliqué de rallumer, donc on dit bah autant faire d'après tous les avis, et comme ça au moins ça brûle pendant 30 minutes, mais c'est même pas obligé. Un autre cas pratique, si par exemple j'ai allumé mes nérodes de Hanouka, mais l'huile que j'ai mis dans les godets, elle est là que pour un quart d'heure. Et au bout de 10-12 minutes, je vois que la bougie elle commence à faiblir. Ah, je dis mince, j'ai oublié de remplir comme il fallait, je remets de l'huile. Et du coup, ça va brûler encore pendant 20 minutes. Donc en tout, ça aura brûlé 35 minutes. Est-ce que j'ai fait la mitzvah ou pas? Eh ben non. La mitzvah n'est pas faite. Pourquoi? Parce qu'au moment où j'ai allumé, il n'y avait pas les conditions réunies pour que ça brûle pendant 30 minutes. Il n'y avait que 15 minutes d'huile dedans. Et donc, Adlaka Osa Mitzvah. Est-ce qu'au moment de l'allumage, tout était fait pour que tu puisses pour faire la mitzvah? Non. Mais attends, mais elle a brûlé. J'ai rajouté au milieu, elle s'est jamais éteinte. Peu nous importe. Ça dépend si c'était intentionnel ou pas. Peu importe. Que tu le saches ou pas. Que tu le saches ou pas. C'est pas une question c'est pas une faute. C'est pas fautif. C'est simplement, est-ce que tu as fait la mitzvah ou pas? Quelqu'un qui fait pas exprès, qui met des tefilines, c'est arrivé. Et qu'au bout de 20 ou 30 ans, on lui dit, tu sais, c'est bien de vérifier les tefilines. Ah, ok, je savais pas. Il vérifie, on ouvre, il n'y a rien dedans. Combien d'histoires comme ça? Il n'y a rien dedans. Attends, je les ai payés, je comprends pas. Je les ai payés au moins 100 euros. Ah ouais, mais ça coûte 700 euros une paire de tefilines. Ah ouais, ouais. J'étais à Jérusalem. Raison de plus de se méfier. Donc, et ben voilà. Mais maintenant, je les ai mis pendant 30 ans comme ça. Est-ce qu'on m'en tient? Est-ce qu'on peut dire que j'ai quand même mis le tefilin? Bah non, tu les as pas mis. Tu les as pas mis. Bien sûr que tu auras des circonstances atténuantes, que Hachem il te pardonne vite, etc. Mais est-ce que tu as mis les tefilin? Tu n'as pas mis les tefilin. Il n'y a rien à faire, tu les as pas mis. Alors tu peux faire tchouva, etc. Mais tu les as pas mis. Donc des fois, c'est pas de notre faute. Des fois, on ne sait pas. Nous, ce qu'on prie. Hein? On n'attend pas 30 ans pour faire vérifier. Exactement. Mais déjà, il y en a déjà qu'ils aient une paire, c'est déjà pas mal. Et ils savent même pas que ça se vérifie, ils savent même pas ce qu'il y a dedans. Et un jour, ils rencontrent quelqu'un qui lui dit bah, tu sais, il faudrait vérifier les tefilines. On ne sait pas. Nous, on a fait les vérifications des mezuzot cette année, au Hachem, avec un sophère. Il y en a plein qui m'a dit je ne savais pas qu'il fallait vérifier les mezuzot. Et on ne sait pas. On peut arriver, une mezouza, et en fait, elle n'est pas bien. Et on a trouvé des pakachers. Mais il y en a plein des fois qu'on trouve des pakachers. Déjà, il y a l'usure. Pakacher, ça ne veut pas dire forcément que celui qui l'a écrit l'a mal écrit. Il y a l'usure, il y a l'humidité, surtout en Israël. Donc ça agit sur l'encre. L'encre, elle peut s'effacer. Elle peut se frotter des fois dans un déménagement, dans quelque chose. Peu importe. Donc elle peut s'abîmer avec le temps aussi. C'est aussi pour ça qu'il faut les vérifier. C'est pas une suspicion forcément sur le sophère. En tout cas, donc c'est pas fautif. Mais adlaka osa mitzvah. Au moment où tu allumes, il faut que toutes les conditions soient réunies. Par exemple aussi, si tu allumes à un endroit où il y a un courant d'air, et tu as eu de la chance, ça ne s'est pas éteint. Tu n'as pas fait la mitzvah. Pourquoi? Parce que tu as allumé dans un endroit où la mitzvah n'était pas censée durer. Tu n'as pas fait comme il faut. Puisqu'il y aurait pu avoir un courant d'air, et c'est un endroit où il y a une probabilité haute d'avoir un courant d'air. C'est pas, Et donc là, encore une fois, donc quand on allume, il faut allumer vraiment dans les conditions qu'il faut. Et c'est aussi la raison pour laquelle on n'a pas le droit de déplacer la Hanoukia. Parce que la Hanoukia, c'est l'endroit où on l'allume, qui doit être l'endroit où elle reste pour faire la mitzvah. L'exemple qui est donné, des fois, Dieu préserve quelqu'un qui est malade, on veut lui faire plaisir, on amène la Hanoukia à côté de lui parce que soit on n'a pas le droit de l'allumer ou de la laisser là-bas, donc on dit bon, on va vite fait, l'infirmière elle n'est pas là, on ne peut pas faire ça. Après la demi-heure, oui, toujours après la demi-heure, on fait ce qu'on veut. C'est fini, la mitzvah elle est terminée. Donc on fait ce qu'on veut, mais avant la demi-heure, non. Tant que les bougies brûlent et qu'on est dans la demi-heure, il faut absolument ne pas toucher la Hanoukia. On allume d'abord dans. Oui, ma grand-mère était dans sa chambre, vous ne pouvez pas aller dans le salon.
Oui. allumer Ron dans sa chambre, Ron allumait nous. C'était un de mes frères qui faisait. Alors, si tu as une dans sa chambre, la Hanoukia que tu as dans sa chambre, il faut qu'elle reste dans sa chambre. Voilà, c'est tout. Après, alors, normalement, on ne doit pas allumer, comme on a dit au début, deux Hanoukia dans la même maison. Parce que les Sfaradim, on doit avoir une Hanoukia par maison. Le mieux, c'est d'attendre une demi-heure. Ça va. On laisse dans la chambre et ensuite, une demi-heure plus tard, on allume au salon. Ça, c'est bien. Où il faut placer la Hanoukia? Ça aussi, c'est tout un débat. Où il faut placer la Hanoukia, ça va rejoindre ce qu'on a dit avant. Tout dépend où on va publier le miracle. Est-ce qu'on publie le miracle au sein de la famille et donc, en fait, on s'en fiche de ce qui se passe dehors? Ou est-ce que non, j'habite au premier étage et dans ce cas-là, non, je peux faire une publication encore meilleure, qui est celle de base, avec les gens qui sont dehors. Donc, si on fait une publication pour les gens dehors, évidemment, il faudra mettre la Hanoukia en fonction là où ça va être le plus visible à l'extérieur. Ça, c'est bien. Maintenant, si on fait à la maison, alors il y a la meilleure façon de faire. La meilleure façon de faire, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, c'est de laisser la Hanoukia à l'entrée, si c'est possible, en face de la mezouza. Donc on a la porte, on a la mezouza, on va dire que quand on a la maison, la mezouza elle est à gauche, quand on est face à la porte de la maison, et ben à droite, on mettra un meuble, si on peut, avec la Hanoukia dessus. Pourquoi? Parce que la halakha nous dit que lorsqu'on fait ça, il y a un pasouk du Michelet de Shlomo Ameler qui dit qu'un fil qui a un triple nœud ne se défait jamais. Eh bien, on dit la personne qui fait ça, quand elle rentre chez elle, elle rentre avec 3 mitzvot en même temps. Et ça, c'est un fil qui le lie à Hachem qui se déliera jamais. C'est quoi les 3 mitzvot? La mezouza d'une part, la Hanoukia d'autre part, et les tzitzit qu'elle a sur elle, l'importance d'avoir les tzitzit. À ce moment-là, elle arrive, les 3 mitzvot se rallient sur elle, s'attachent à elle, et ça lui fait un lien qui ne pourra plus être enlevé avec Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est le mieux. Mais ce n'est pas l'obligation. Si c'est compliqué, parce que la configuration de la maison ne le permet pas, si on n'a pas de meuble qui permet trop de protéger, qui est peut-être trop bas, on a peur que les enfants fassent tomber ou quoi que ce soit, dans ce cas-là, on peut tout à fait mettre sur la table à manger, on peut mettre sur le plan de travail, tous ces endroits où la Hanoukia est bien visible. Évidemment, on ne va pas l'allumer dans le bureau ou dans une chambre qu'on va fermer ensuite, ce n'est pas le but. Le but, c'est de la mettre à l'honneur et donc de la mettre à l'endroit où ça va être le plus visible. Avec quoi on allume les nérodes de Hanouka? Là, on sait qu'on peut utiliser n'importe quoi pour allumer les nérodes de Hanouka, sauf des choses qui sont dégoûtantes, de l'huile de voiture ou des choses comme ça qui sont pas. Mais sinon, contrairement aux nérodes de Shabbat où on est très exigeant, si on met de Hanouka, on peut allumer avec ce qu'on veut. Sauf que, on sait que la meilleure des mitzvahs, c'est d'allumer avec de l'huile d'olive. Et le Shulchan Aruch nous dit, il faut faire très très attention. C'est rare qu'il utilise ce terme méod, très attention, à l'allumage des lumières de Hanouka. Pourquoi? Le Mishnah Berurah nous explique, parce qu'il y a un passage qui nous dit, Kiner mitzvah vetora or. Car Kiner mitzvah, car la bougie est une mitzvah, vetora or, et la Torah une lumière. Et les Chachamim de nous expliquer, en réalité, de quoi il s'agit ici? Il s'agit de nos enfants. C'est quoi? Lorsqu'une personne, elle va prendre toutes les précautions pour allumer les nérotes de Hanouka, mais également celles de Shabbat, dans la meilleure façon qui soit, donc d'en avoir profusion, d'en avoir, si on peut, avec de l'huile d'olive, avec des mèches, etc. Et bien dans ce cas-là, Kiner mitzvah ve Torah or, cette lumière-là qu'il dégage, va amener de la Torah. Et comment on amène de la Torah dans la famille? Grâce aux enfants qui étudient la Torah, qui devient des Talmidei Chachamim. Donc c'est une des ségoulottes qui sont données pour avoir des enfants qui soient animés d'un amour de la Torah. Comment? Grâce aux lumières qu'on va allumer, que ce soit le Shabbat ou à Hanouka. D'ailleurs, l'une des mitzvahs, vous savez que les Nerot de Shabbat, c'est une mitzvah, on en a parlé tout à l'heure, qui concerne en général la femme, mais également le mari si la femme n'est pas là. Et la mitzvah du mari qui est liée au Nerot de Shabbat, c'est aussi de les préparer. C'est bien que ce soit le mari qui prépare, qui installe, s'il faut installer les bougeoirs, s'il faut remplir les verres avec de l'huile d'olive, etc. C'est bien que ce soit le mari qui participe à ça et la femme qui allume. Comme ça, ils ont une association dans cette mitzvah qui est pour le Shabbat, justement. Alors, on a dépassé, je vous reprends encore 3 minutes. Ça, je saute, c'est des détails. Voilà. On a parlé de l'heure de l'allumage, ça c'est bon. On a parlé des combustibles qui étaient utilisables. On a parlé de Adlaka Osa Mitzvah.
Ça, c'est très important. Alors, on va parler, la dernière chose qu'on va voir, c'est ce qu'on rajoute dans la tfilote. On doit rajouter le alanissim. Alanissim, donc c'est une fila spéciale qu'on va rajouter. Et il faut savoir que Hanouka, on finira là-dessus, beaucoup posent la question, est-ce qu'on a une mitzvah de faire des repas à Hanouka? Alors, vous dire, oui, on mange des beignets, on mange des trucs. Oui, mais comparons aux autres fêtes. Pour Purim, on a le mishté. Le mishté, c'est pas juste on mange des beignets, où il y a un vrai repas, avec, on voit combien on le prépare, etc. Donc, il y a quelque chose de fort. Yom Tov, on a le kiddush avec les repas. Shabbat, on a les repas. Hanouka, on voit qu'on n'a pas vraiment un repas fixe. On fait des repas en famille, on fait des petites choses, mais on n'a pas l'impression que c'est très légiféré autour des repas. En réalité, Rahim nous dit une chose. Hanouka, c'est très différent des autres fêtes, et notamment de Purim. Purim, pourquoi on a fixé un mishté? Parce que Purim, on avait un ennemi qui s'appelle Aman. Aman, sa raison d'être, c'était d'éliminer le clan Israël de la surface de la terre. Comment il souhaitait l'éliminer? Tout simplement par la mort. Il n'y avait pas de négociation possible. Imar Shemam, ça nous fait penser à Hitler, qui est donc son descendant, et qui, comme on le sait, l'une des raisons qui fait que en Israël, on demande qu'il y ait un parent juif à 3 générations, c'est parce qu'on a dit, on fait Mida Kedegat Mida, comme lui, il voulait un parent juif à 3 générations. Il y en a un, le pauvre, ça fait 3 générations, il n'a aucun rapport avec le judaïsme, il est rien du tout, ni le nom, ni le prénom, ni la coutume, ni rien du tout. Non, ton arrière-grand-père était juif, alors voilà, donc tu vas payer. Et quel rapport? Aucun rapport, c'est pas grave, c'est comme ça. Donc, Aman, il voulait l'annihilation du peuple d'Israël. Les Grecs étaient beaucoup plus fins que ça. Eux, ils disaient non, on ne veut pas vous tuer. On demande qu'une chose. Vous changez un peu votre façon d'être. On enlève le Rosh Chodesh. Le Rosh Chodesh, c'est ce qui permettait d'avoir toutes les fêtes. On enlève le Shabbat, on enlève la Brit Mila. C'est tout. Continuez à manger kasher si ça vous chante. Et ils savaient qu'en enlevant ces 3 piliers, il n'y avait plus de judaïsme du tout. Et les Grecs, ce qu'ils souhaitaient, c'était helléniser le monde, c'est-à-dire faire adopter leur culture au reste du monde. Et c'est une culture très séduisante, parce qu'elle était pleine de savoir, plein de sagesse, plein de philosophie, la culture du corps, le corps et l'esprit, que tu veux de mieux. Il y avait tout dans la culture grecque. Il y avait le plaisir, etc. Donc c'était beaucoup de juifs sont tombés dedans, sans qu'on les ait forcés. Et ceux qui résistaient, il fallait résister au Yetzer Hara de naturellement vouloir tomber dedans, et en plus à la menace. Donc effectivement, il y avait une menace derrière. Par contre, si vous convertissez pas, là, on ne pourra pas vous laisser en vie. Et donc, les Grecs ne se sont pas attaqués au corps et à la vie. Ils se sont attaqués à la Neshama. De là, les Chachamim nous disent, Aman, lui, s'est attaqué. Alors certes, on va nous dire, si nous tue, il attaque la Neshama aussi. Mais ce n'était pas ça son point. Aman ne s'est pas attaqué à notre religion, à notre croyance. Aman, il s'est attaqué à notre vie. Et donc, comment on fête la vie? Par un repas. Tu fêtes le corps par un repas. Et c'est pour ça qu'on remercie Hachem d'avoir sauvé nos corps, entre guillemets, nos vies, par un repas. Mais Hanouka, nos vies n'ont pas été sauvées, elles n'ont même pas été en danger. Un petit peu, quand même. On a dit que c'était pas cool, quand même, ce qui se passait. Mais à la finale, on aurait pu s'en sortir, il suffisait de se convertir. Alors, comment on fête la Neshama? On fête la Neshama par des Zmirot Vetishbachot, par des chants et des remerciements à Hachem. C'est pour ça qu'à Hanouka, on fait le Hallel complet. À Purim, on fait quel Hallel? Aucun. Il n'y a pas de Hallel à Purim. C'est bizarre, c'est une fête pourtant. Pas de Hallel. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la Neshama qui était visée. Ici, à Hanouka, c'est la Neshama, c'est l'âme. Et donc, on doit chanter. On doit chanter à Hachem. Et ça, c'est le cri de la Neshama qui doit dire à Kajbour, merci de nous avoir permis de garder nos croyances, de garder notre lien avec toi. Parce que Hachem, ce qu'il a sauvé, c'est notre lien avec lui. Si on avait été hellénisé, c'est fini, il n'y a plus de peuple juif, nous, on serait en vie, et nos âmes auraient été perdues. Et donc, c'est pour ça qu'on doit fêter ça. Alors, Bezrat Hachem, on avait un projet qu'on va mettre en place, si Dieu veut, le dimanche, donc pas celui-là qui n'est pas encore Hanouka, le dimanche d'après. Donc, ça sera l'avant-dernier jour de Hanouka. On fera dimanche matin la tfila en musique, avec la participation de Amram et de Moshe. On fera le Hallel en guitare et avec le saxophone. Donc, on pourra faire une place pour les femmes si vous le souhaitez, avec grand plaisir. Ça sera dimanche matin à 8h. Encore une fois, pas celui-là, celui d'après.
Et voilà, Bezrat Hashem. Donc je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de Hanouka. On a vu l'essentiel. Et Bezrat Hashem, j'espère que vous avez appris de belles choses pour ces fêtes-là. Et donc on utilise ces fêtes-là, même si on fait des repas en famille, il ne faut pas oublier de faire des chants. C'est pas, même si on n'aime pas chanter, mais c'est une fête de chant Hashem pour remercier Hashem d'avoir gardé ce lien avec lui. Chazak Obaou.